je tente d'adapter le programme à ce qu'on fait. Je reviens, on rechange complètement d'état d'esprit, on switch à nouveau. C'est pas facile tout le temps, mais voilà, la flexibilité du cerveau, ça s'apprend aussi. Et c'est petit à petit. Hop, et j'en suis là. On revient sur ce conflit diagnostic, on va le terminer. Donc, je reprends l'histoire. Petit rappel, croyance massive qui vient d'une personne ayant autorité, qui est possible si je suis en référence externe avant, c'est-à-dire en dépendance à ce que va dire l'autre, à ce que euh, La question, c'est à qui j'ai remis le pouvoir. Voilà, si je remets le pouvoir de m'aider à quelqu'un, il a ce pouvoir-là, donc attention au conflit diagnostic. Si je ne remets pas le pouvoir dans les mains de l'autre, ok, il n'a pas de diagnostic. Ce chirurgien qui vient me voir, il a opéré mon dos, il m'a sauvé, soit, mais aujourd'hui, il peut rien faire pour ma colonne vertébrale qui est en train de truc, donc il n'a pas le pouvoir là-dessus. C'est ce que je vais faire moi dans ma éducation qui va peut-être me permettre de le prendre différemment. Donc, à ce moment-là, je garde le pouvoir. Chez ma kiné qui m'aide, elle a le pouvoir de m'aider, donc elle a tous les pouvoirs et elle va m'aider en positif. Si jamais un jour elle me dit, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, je crois qu'on va arrêter là, bon ben voilà, conflit diagnostic, je vais arrêter là parce que elle, je lui ai donné le pouvoir. OK? Bien sûr qu'elle est assez intelligente pour pas faire ça. Même si quelque part au fond d'elle, elle n'est pas sûre qu'on y arrive, elle va toujours m'encourager dans le bon sens. Parce que c'est une soignante et qu'en tant que soignante, elle sait parfaitement s'adresser aux gens. Qu'est-ce que j'ai là? Ok. Donc, comment on fait? Nous, en thérapie, on va traiter le biochoc du diagnostic. On va installer les ressources. Donc, euh, toujours la même chose, même principe. Vous verrez comment on fait dans le niveau 2 pour installer les ressources. On va changer le sens donné à la maladie. Ça, c'est dans dans les ressources. Et donc, redonner le pouvoir au sujet. Parce que si la personne n'a pas le pouvoir, ça ne marchera pas. Si cette dame avec sa hanche, je ne lui fais pas valider que ben là, ça fait 15 jours, j'ai plus mal, donc ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi, je peux m'écouter moi, et ben, si je fais pas ça, il y a quelque part dans sa tête l'autre qui lui a dit dans 5 ans, il faut faire la deuxième. Mais comme elle a validé que pendant 15 jours, elle a pas mal, et depuis 15 jours, elle a pas mal, alors qu'elle a mal depuis des mois, ok, c'est peut-être qu'elle a trouvé une autre piste qui va faire que, ben voilà, le pouvoir du chirurgien qui m'a opéré la hanche droite, je le mets à la poubelle. Vous tournez en boucle sur la formation. Alexandra, est-ce que c'est les trois niveaux qui font 18 mois ou juste le module 1? Non, bien sûr, c'est les trois niveaux. Je vous ai en fait, euh, je vous ai en fait envoyé hier soir dans le mail absolument tous les documents sur la formation, alors que je ne voulais pas le faire, pour justement éviter ce genre de questions, mais visiblement, vous n'avez pas tout lu. C'est pas grave, on répondra à tout ça dimanche soir, vous aurez toutes vos réponses en temps voulu. Là, ce qui m'intéresse ce week-end, c'est de vous faire sentir à quoi vous allez vous former, qu'est-ce que ça va vous apporter, quel est le sujet. C'est pas un problème, je ne sois pas désolé, Alexandra. C'est juste drôle de focaliser comme ça. Et ça me fait marrer. Euh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Quels sont les outils? Quelle est l'approche? Là, ce matin, OK, c'est peut-être un peu moins intéressant parce qu'on fait tout le tour de décodage biologique. C'est pas ouais, super. Mais n'empêche que si vous voyez pas tout ça, si vous commencez pas à avoir tout ça en tête, là, il vous manquera quelque chose. Il vous manquera quelque chose. On continue dans ce sens-là. Donc, pour le conflit diagnostic, on a un protocole qui est basé sur une ligne de temps. On va trouver le moment du biochoc en lien avec le diagnostic, celui où la personne redonne le pouvoir à l'autre. Là, je l'avais, hein. J'ai appris qu'il y avait un conflit diagnostic quand elle m'a dit c'est mon chirurgien. Donc là, j'ai le moment. Je sais que le biochoc, il est là. Ça, je vais pas à le trouver puisqu'il est là. Par contre, quand je lui fais exprimer son ressenti, apport de ressources, nouveau choix, prendre du pouvoir, ça fait partie du protocole. J'ai ça à faire. Si je dis juste, oh, bah, c'est un abruti, ce chirurgien, on va passer à autre chose. Non, ok. Il y a quand même expression du ressenti, apport de ressources, nouveau choix, prendre du pouvoir.
bien sûr. Donc, les outils sont là. Et là, on est sur une prothèse de hanche. Quand on a un conflit diagnostic sur un cancer mortel à 90%, on n'est pas sur le même sujet. Donc, on a un petit peu vraiment des choses sérieuses à faire. Ou pire, quand c'est Internet qui a donné le conflit diagnostic avec un décès à 6 mois à 50%. Là, c'est quand même pas chouette. Bref, ça se traite. C'est pas grave. Je vais parler parce que ça va vous piéger pas mal, le conflit de Procuste. Euh, Ça parle du lit de Procus. C'est mythologique. Procus, c'est un aubergiste qui a construit une auberge, il a construit les lits, et il y a des gens qui se plaignent que les lits sont trop grands ou trop petits. Et donc, sa décision radicale à lui, c'est de étirer les voyageurs pour qu'ils rentrent dans le lit, ou de couper leurs jambes s'ils sont trop grands. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le thérapeute, avec son conflit de Procuste, va faire rentrer ses consultants dans la case qu'il a décidé qu'ils devaient rentrer. Et c'est pour ça que je vais vous apprendre dans la formation à écouter les gens, à prendre des indices et faire des hypothèses que vous allez valider avec eux. D'accord? Quand vous aurez assez d'expérience, assez de pratique, que vous aurez les deux, trois indices qui vont dans le bon sens, vous poserez la bonne question qui viendra confirmer votre indice. Donc vous pourrez dire, ah, bah tiens, maman, elle ne devait pas faire beaucoup de câlins dans l'histoire. Mais ça reste une hypothèse, une proposition. J'ai dit, elle devait pas faire beaucoup de câlins. J'ai pas dit, ta mère, elle est froide. Non, ça c'est brut, c'est un carré, c'est un lit. C'est le lit de Procuste. Je fais rentrer sa mère là-dedans. J'ai assez d'indices pour pouvoir me permettre de faire l'hypothèse de ta mère faisait pas beaucoup de câlins dans l'histoire. Et là, j'ai la réponse. J'ai oui. Et si j'ai oui, ben c'est que ça a validé mon hypothèse. Et si la personne dit absolument pas, maman faisait plein, plein, plein de câlins, ok, je change mon hypothèse, je reviens, je remets en cause. Je remets en cause mon hypothèse. D'accord? Je ne vais jamais remettre en cause ce que les gens répondent et ce que les gens sentent. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut suivre en permanence, c'est le ressenti du consultant. Si le consultant ressent ça, il le ressent, point. Je n'ai pas à discuter de son ressenti. Et ce conflit de Procuste, on ne va pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas assez de compétences. Mais dès qu'on commence à avoir un petit peu de compétences, on va faire rentrer dans notre lit de Procuste tous les gens parce qu'on sait faire ça, en fait. Je sais faire ça, donc si tu es là, c'est que tu dois être là pour ça, donc je te fais rentrer là-dedans. Ok, là, c'est l'erreur. Alors, c'est l'erreur qu'on ne fait pas en TEFT, globalement. C'est l'erreur qu'on fait quand on fait que du décodage biologique. Pourquoi? Parce qu'en TEFT, vous allez apprendre que, vous l'avez déjà appris, vous le savez déjà, puisque je vous le répète depuis hier matin, que une problématique, ça vient de X, de Y ou de Z. D'accord? Donc, si je ne sais pas travailler sur X, les ancêtres, si je ne sais pas travailler sur Y, bon, eh ben, je ne peux pas dire quoi que ce soit quand j'ai une maladie. Je peux juste suivre le ressenti du consultant, faire exprimer parce que c'est ce que je sais faire. Super. Mais je l'écoute. S'il me dit non, c'est pas ce que je sens, et puis non, c'est pas la bonne piste, ok, j'ai souvent la question à poser, ok, est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Super. Et qu'est-ce que vous ressentez quand ça vous parle? Ben là, non, mais ça fait plus que me parler, ça me touche et ça. Ok, là, je suis sur la bonne piste. J'ai la réaction biologique en face qui me dit, ok, ça touche. Si les gens disent, ouais, je suis pas sûr, peut-être qu'il y a autre chose, ok, je remets en question toutes mes hypothèses depuis le début et je refais d'autres hypothèses parce que j'ai dû me planter quelque part. Je me remets en question quand le ressenti des gens ne répond pas à l'hypothèse que j'ai faite. Pourquoi ils répondent pas? Ben parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas admis comme hypothèse au départ. Il y a quelque chose que j'ai converti dans mon histoire comme dans un sens, alors que chez lui, dans sa façon de prendre la vie, c'est autre chose. On va voir en PNL une histoire de la carte du monde. Chaque personne a sa propre carte du monde. Chaque personne va vivre dans le monde
avec ses propres règles, ses propres principes, sa propre façon de voir les choses. Et euh, tout au long de la formation, vous allez apprendre à ouvrir votre carte du monde pour pouvoir accepter, entendre, euh, ouais, vraiment entendre et écouter toutes les histoires que les gens vous apportent dans leur façon de vivre la carte du monde. Vous allez avoir peut-être comme moi à recevoir des gens qui euh, euh, ont été accusés de pédophilie, ont été euh, condamnés pour pédophilie, qui vont rentrer en prison dans 3 semaines et qui viennent régler leur histoire pour que, à la sortie de prison, ils retombent pas là-dedans, ils vivent plus ça. Eh ben, moi, qui appartiens à une famille qui a souffert de pédophilie, ben, je dois ouvrir assez ma carte du monde à cet homme qui a fait ce genre de choses pour pouvoir l'aider parce que ben, s'ils viennent me voir pour ça, en fait. Et c'est pareil comme cette femme qui vient me voir. euh, alors, c'est sa fille qui vient me voir au départ, mais sa mère viendra juste après. La fille vient me voir pour des grosses, grosses, grosses migraines. Et sa mère, intéressée par ce que je fais, vient me voir aussi pour régler ses propres problèmes. Cette mère-là a mis en place, clairement, logiquement, froidement, a mis en scène et mis en place son propre suicide par le gaz dans son appartement avec son bébé à l'époque. Parce qu'elle venait de perdre son mari et que vivre sans son mari, c'était pas possible et que son bébé vivre sans elle, c'était pas possible non plus. Donc la logique, c'était, OK, je me suicide et j'emmène ma fille avec moi. OK, dans son cadre du monde à ce moment-là, c'est logique. Moi, en tant que père, je dois entendre ça et puis je dois travailler, aider cette femme-là qui a eu cette idée-là et qui aujourd'hui fait tout, 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 tout absolument pour que sa fille aille bien. D'accord. Parce qu'en fait, elle n'a pas réussi à se suicider. Son beau-frère est venu les visiter à ce moment-là, il a senti le gaz, il a appelé les pompiers et hop, elles ont été sauvées alors qu'elles étaient déjà parties en perte de connaissance. Donc, tout ça, ça fait partie de la carte du monde, la façon des gens de voir la vie, de voir les choses. Et c'est l'inverse de Procuste, en fait. Si je pense qu'il faut faire ça, qu'il faut vivre ça, qu'on doit réagir comme ça, en tant que thérapeute, je ne fais pas mon boulot, puisque mon boulot, c'est d'être ouvert à chaque personne dans sa propre façon à elle de vivre les choses. Si je ne suis pas ouvert aux autres, pas que je fasse thérapeute, c'est pas la peine. Mais bien sûr que pour arriver à m'ouvrir, il va falloir que mes propres conflits soient dépassés. Et ça tombe bien puisqu'on va faire que ça. Pendant la formation, alors c'est une formation, vous allez apprendre à être thérapeute. D'accord? Cet outil-là va vous apprendre à être thérapeute le meilleur possible. Vraiment, c'est pour ça qu'on a rendez-vous, que je propose ce coup de 45 minutes pour qu'on soit bien sûr tous les deux que c'est ce que vous voulez faire et que c'est pour vous. OK? Encore une fois, je veux pas de gens qui, au bout de 2, 3 modules, alors qu'ils viennent d'en vivre un, là, se rendent compte que, ben, en fait, non, c'est pas pour moi. Parce que c'est de la perte du temps pour nous deux. C'est pas la peine. On perd notre énergie tous les deux si vous participez qu'un petit peu au début de la formation. Je veux des gens qui aient bien compris ce que c'est la TEFT, qui aient bien compris que ça leur plaît, qui aient bien envie de faire ça, ou qui aient bien envie, encore une fois, parce que, ouais, je dis, je sais pas si je l'ai déjà dit. Non, je l'ai peut-être pas jamais dit encore. Faire la formation, ça ne veut pas dire devenir thérapeute. Si j'ai fait passer un visuel pour ça. Il y a des gens, il y a plein de gens qui font la formation pour eux, pour comprendre comment ils fonctionnent, pour comprendre leur histoire, pour avoir le sens de tout ça, parce que cette fonctionnement d'être humain, ça les intéresse. Et c'est du pur intérêt personnel. Il y a pas mal de gens qui commencent comme ça, qui finissent par se découvrir des talents de thérapeute, parce qu'il y a des gens qui ont des talents de thérapeute, c'est inné. Globalement, ces talents de thérapeute, je les trouve plus chez des gens qui sont dans le conflit du sauveur, parce qu'ils ont appris à écouter les autres, parce qu'ils ont vraiment une ouverture qui est particulière, euh, qui fait que naturellement, j'ai tendance à mieux écouter les autres. Donc, je fais moins de procuste. Les gens qui sont dans le contrôle, dans le coaching, dans le directif et tout ça, ils ont pas mal de pas à faire en arrière pour arriver à ouvrir, accepter et à accueillir. Notre espace de sécurité qu'on va créer avec notre consultant, il est dans l'accueil qu'on a chez eux.
dans l'accueil qu'on leur propose, dans l'immensité de nos bras ouverts qui nous permettent d'accueillir leur histoire. Et parce qu'on les accueille, ils peuvent se poser, ils peuvent libérer, et ils peuvent aller libérer déjà rien qu'au niveau 1 que vous allez apprendre, ils peuvent aller libérer leur conflit en toute sécurité. C'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que là, indirectement, dans cette discussion pas formalisée qu'on a sur Zoom, c'est pas de la thérapie, c'est pas là que vous allez sortir votre consultant. Quelles conséquences pour nous quand nos proches minimisent notre ressenti? Ben, Karen, il suffit de poser la question. Qu'est-ce que je ressens quand ils minimisent mes ressentis? Qu'est-ce que moi, je ressens quand mes proches minimisent mes ressentis? Mes proches, bon sang, c'est ceux qui sont censés être proches de moi. On les nomme comme ça parce qu'ils sont proches. Qu'est-ce que je ressens quand ils minimisent mes ressentis? D'accord. Et là, c'est Coralie qui répond. L'humiliation. Parce que ça, c'est la carte du monde de Coralie. Mais Karen, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle ressent, elle. Et c'est pour ça que je vous dis que euh, on ne peut pas savoir ce que les gens vont ressentir. On ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière humiliation, derrière mépris. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas creusé personnellement dans une séance avec ces gens-là. Ça reste des principes. Mais bien sûr que c'est hyper important quand on minimise nos ressentis. Et déjà, minimiser nos ressentis, c'est gentil. Globalement, on n'est pas écouté, pas entendu, on n'existe pas, quoi. Voilà, de la non-considération, de la peine, de la non-écoute, je suis invisible. Voilà, invisible, ça, c'est un ressenti profond. De la peine, c'est une tristesse. Non-considération, c'est un mot positif avec un négatif devant, donc c'est pas assez négatif. Mais invisible, oui, ça, c'est un ressenti profond, invisible. Si je suis invisible, ben, on ne me voit pas. Et si on ne me voit pas, est-ce que j'existe? Donc derrière invisible, il y a encore, euh, j'existe pas, je suis rien. Voilà, globalement. Et, euh, et les proches de Karen, dont elle parle, sont juste les représentants de son histoire d'enfance. Elle a appris, avec ses parents certainement, à être invisible. Parce que ça va pas ressortir comme ça tout le temps, spontanément, bizarrement. Non, c'est une structure dans laquelle elle a grandi. Et c'est pour ça que cette thérapie familiale, elle est aussi importante. C'est vraiment elle qui nous construit. Donc, quand on vient vers moi avec une maladie, bon, bah, il y a eu un choc, et on a trouvé le programmant, etc. C'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a eu un programmant? Pourquoi il y a un programmant? Pourquoi, à ce moment-là, dans la vie de cet enfant-là, il y a ce programmant qui se produit? S'il y a un programmant, c'est qu'il y a un biochoc. S'il y a un biochoc, c'est qu'il manque une ressource. La ressource, elle aurait dû être donnée par les parents. Si les parents avaient fait leur boulot, il y aurait toutes les ressources de confiance en soi, de sécurité, de soutien, d'accueil, d'amour inconditionnel données par papa et maman qui vont faire que l'enfant ne vit pas un biochoc dans tel ou tel événement. Donc, on est là sur la recherche de la source du programmant. On est donc dans ce que j'ai appelé ce matin, hier, le conflit structurant. C'est la structure de la famille dans laquelle j'ai grandi qui va permettre un programmant. Voilà. Karen nous dit, je suis très ému, j'ai la gorge qui m'étrangle, donc je suis vraiment là, j'ai le retour de son ressenti. Et le ressenti, c'est pas invisible, c'est je suis rien. Parce que invisible, ça sous-entend déjà qu'on existe. Donc plus loin qu'invisible, ouais, c'est je suis rien. C'est même pas je n'existe pas, parce qu'il y a exister dans la phrase. D'accord? C'est je ne suis rien. Et là, je suis rien, ça fait réagir Karen. Donc, on est vraiment dans le ressenti qu'il faudrait exprimer. Nanana. Mais ça ramène à quelque chose que Karen a vécu. Si aujourd'hui, ses proches, on dit, minimisent ses ressentis, c'est que elle est en train de répéter le conflit qu'elle a vécu. Donc il y a un programmant de je n'existe pas ou je ne suis rien. Et si je ne suis rien, ça peut venir que d'une famille où on ne la considère pas. Elle est construite dans ce schéma-là, si vous voulez. Donc la thèse va nous permettre d'aller travailler sur la famille qui l'a mal construite. On va pouvoir réparer cette famille-là, faire tout ce qu'il faut. On va voir comment cet après-midi
réparer toute cette histoire d'enfant où, dans ce qu'elle a reçu ou surtout pas reçu, eh ben, vont pouvoir développer tous les conflits de son histoire. Donc, quand je vous dis il y a un conflit qui fait plusieurs événements, il y a aussi surtout la source de tous ces conflits. La source de ces conflits, ce sont les défaillances parentales. C'est donc Y. Donc aujourd'hui, quand j'ai quelque chose, enfin, quand quelqu'un m'apporte une maladie au cabinet, je vais aller tout de suite voir si dans Y, il y a quelque chose qui pourrait expliquer ça. Et si oui, on va expliquer ensemble. Il y a un gros travail pédagogique qui va se faire, d'apprendre, de faire comprendre à la personne que si elle a vécu ça, c'est ce ressenti-là. Si elle a ce ressenti-là, c'est potentiellement qu'elle a déjà vécu. Et là, elle va l'aider avec des grandes larmes aux yeux. Mais c'est exactement ça. Vous êtes la première personne qui me raconte ça, mais c'est tellement évident. Oui, je suis la première personne parce que je sais faire le lien entre vos conflits, vos maladies, vos comportements et la source familiale. D'accord? C'est aujourd'hui tellement facile, évident pour moi que dans la première heure et demie de la séance, je peux savoir sur quoi on va travailler d'abord. Invisible, c'est un ressenti, pardon, c'est pas dans la liste. Je me sens invisible, bien sûr que c'est un ressenti. Et si c'est pas dans la liste, tant pis, puisque je vais chercher sous invisible. Et puis avoir de la jalousie aussi, mais de la jalousie de quoi? En fait, enfin Gaël et tous les autres, il peut y avoir n'importe quoi comme ressenti. C'est facile, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Regardez le sketch de Chevalier et Las Palais qui, euh, qui utilise cette phrase avec leur façon de parler qui est juste géniale. Euh, Tout est possible parce que chacun va vivre des choses, va l'interpréter inconsciemment avec son histoire, son passé, ses blessures. Moi, ce qui m'intéresse en TEFT, euh, c'est euh, d'aller remonter à la source du problème et même aux sources, parce que il y a une source dans votre vie si vous avez vécu. Je vais le remettre celui-là. Je vais le remettre parce qu'il est très important. Hop, hop, hop. Hop, 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 c'est pas lui. Hop, c'est lui. Voilà, c'est celle-là exactement. Si vous avez vécu un deuil non fait, un viol, un abus, ou un accident grave avec des conséquences physiques, c'est cette partie Z%, c'est une source potentielle de la problématique. Ça se détermine tout de suite dans la première séance. On l'élimine directement ou on le travaille directement. Si c'est un deuil, on le travaille. D'accord? La deuxième source, c'est Y%, donc les défaillances parentales entre la conception et 6 ans, quelle que soit la défaillance parentale. Tout va potentiellement être défaillance parentale à partir du moment où le parent a un comportement défaillant avec son enfant. Je lisais dans le chat défaillance de la mère, enfin jalousie de la mère, bien sûr que c'est défaillance, bien sûr. On n'est pas jaloux de son enfant, ça n'a pas de sens. Et il peut y avoir aussi la source transgénérationnelle. Celle-ci, elle est parfois plus longue à aller trouver parce qu'elle va se baser sur de la généalogie, mais déjà avec le petit arbre à quatre dont parlait Grégory, donc avec ses parents, grands-parents, euh, voilà, parents, grands-parents, j'ai besoin de ça en fait. Enfin, parents, oncles et tantes et grands-parents. Dans la première séance, j'ai besoin que de ça, et ça, à peu près tout le monde sait le donner, en tout cas dans mon expérience jusque-là. Et avec ça, je peux arriver à lire les défaillances dans la famille, à trouver potentiellement quelques drames supposés, estimés, et c'est pas de l'intuition, c'est de l'analyse de l'arbre pour répondre à je ne sais plus qui dans le chat. Mais tout ça, c'est assez facile. Et si je ne sais faire dans ma formation au niveau 1 que l'expression du ressenti, bah c'est facile. Je prends la maladie, je prends l'événement, je prends la maladie, je prends le truc qui fait que ça va créer, que ça vient d'un ressenti, parce que je sais qu'une maladie, là par contre, je remets plus en cause. Il y a une maladie parce qu'il y a un conflit émotionnel. J'ai le conflit émotionnel à trouver, donc j'ai le ressenti à trouver. Ok. Eh ben, je vais, grâce à tout ce que je vais apprendre dans les différents cas possibles de telle et telle maladie, remonter.
au conflit émotionnel, faire exprimer le ressenti. Parce que je sais faire ça au niveau 1 et je sais très bien le faire. En fait, le niveau 1 de la formation, il équivaut à, à la formation de base des décodeurs biologiques de Christian Flech. Il appelle ça des accompagnateurs. Euh, Vous allez accompagner vos consultants à exprimer le ressenti. Vous saurez faire, vous serez très bon, mais vous aurez en plus dans le fond de votre tête l'idée que il y a peut-être quelque chose dans les défaillances parentales, il y a peut-être quelque chose dans le transgénérationnel. Pour l'instant, je ne sais pas faire, ok, mais pour l'instant, je sais faire ça. Donc, si vous faites exprimer le ressenti sur le programmant correctement, vous libérez la personne de sa maladie. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, ça marche très très bien. Il n'y a que quand j'ai créé, quand j'ai trouvé les outils qui me permettaient de travailler en défaillance, pardon, en défaillance parentale, oui, que j'ai pu aider les gens sur ce plan-là. Bien sûr qu'avant, je ne pouvais pas les aider. Et du coup, ben, voilà, jusqu'en 2000, j'ai fini ma formation, mon travail en 2014, ouais, à peu près. 2014 à 2017, j'ai développé cet outil-là, je l'ai pratiqué et je l'ai vu comment il marchait. Donc j'ai dit, OK, c'est bon, il faut faire ça, quoi. Euh, Pardon Céline, je mets en pause ta question pour l'instant. Je veux continuer mon histoire jusqu'au bout. Euh, ce qu'il est proposé d'apprendre, c'est dans la formation, dans les 3 niveaux qui durent donc 18 mois. Il y a donc, comme je l'ai montré hier dans le programme que vous avez reçu par mail, il y a 5 modules pour le niveau 1, donc 5 week-ends, 5 modules pour le niveau 2, donc 5 week-ends, et 6 modules pour le niveau 3. Ça fait 16 modules qui, au niveau du calendrier, ça fait 18 mois, puisqu'il y a les 2 mois d'été. D'accord? Et même cette année, il n'y aura qu'un mois d'été. Ça fera que 17 mois, peu importe. Euh, c'est un apprentissage au fur et à mesure. Bien. Vous vous rendez bien compte que là, de la place où vous êtes, si vous voulez accompagner des gens, il va falloir pouvoir encaisser leurs blessures. Eh ben, ça tombe bien parce que dans le niveau 1, vous allez faire plein d'exercices de protocole qui vont vous mettre face à vos propres conflits. Et donc, vous allez les travailler avec vos collègues. C'est-à-dire que cette formation, elle va, c'était ma phrase d'il y a 4 ou 5 minutes, je digressais pas mal pour venir jusque-là. Euh, Cette formation, elle va vous apprendre la technique thérapeutique pour accompagner les gens, mais elle va vous mettre en face de vos conflits et donc vous imposer quelque part, si vous le désirez, bien sûr, c'est toujours votre choix, de travailler sur vos histoires pour éliminer vos propres conflits, pour pouvoir être mieux dans votre vie d'abord et potentiellement pour aider les autres. Parce que si vous n'avez pas envie d'être thérapeute, ben, vous serez déjà mieux dans votre vie. Donc cette formation, elle est technique d'apprentissage, elle est technique pour l'apprentissage d'être thérapeute, mais elle est aussi la le miroir de vos conflits qui va vous obliger à avancer, qui va vous aider à tout découvrir, qui va vous aider à comprendre comment ça marche, comment ça se fait. Parce que dans le décodage biologique, on va voir tous les organes et toutes les maladies possibles sur tous les organes de votre corps. Dans les 5 modules, il n'y a rien auquel vous échapperez. Et c'est pour ça que j'ai réparé autant de séquelles de mon accident dans cette formation-là, parce que j'étais mis en face de mes conflits. Alors quand j'ai eu la chance d'avoir un bon collègue thérapeute, parce on travaillait deux par deux, enfin vous allez travailler deux par deux aussi, quand j'avais la chance d'avoir un bon collègue qui m'accompagnait bien à exprimer mon ressenti, bah, c'était parfait, j'étais libéré, et hop, ma séquelle disparaissait. Et dans le week-end, je pouvais dire aux autres, là je voudrais raconter quand même que depuis hier que j'ai fait cet exercice-là, ben, j'ai plus rien, et ça fait plus rien, et c'est la première fois de ma vie, enfin de ma vie, oui, depuis l'accident en tout cas, que j'ai plus cette douleur-là, ce problème-là. Donc ouais, c'était intéressant pour moi de voir que ça marchait sur moi. Donc, quand j'ai vu que ça marchait sur moi, mais bien sûr que j'ai continué. Mais j'ai continué d'abord pour moi, j'ai envie de dire. Parce que j'ai vu que ça marchait, je voulais tout faire. Et il y a des fois où, dans le cours, on a fait un protocole qui m'a mis bien le nez dans le caca, qui n'a pas résolu le problème. Eh ben, j'avais un réflexe, c'était de demander une séance. On avait assez de gens qui venaient assister l'animateur, enfin le thérapeute qui donnait la séance. Il y avait le thérapeute lui-même et il y avait tous les gens qu'on avait vus en tant que formateurs avant. Donc, on avait un panel de choix de thérapeutes dans lequel on pouvait taper pour aller faire la séance. Et il y a des fois des trucs tellement gros qui sont sortis que je me suis dit,
Je vais prendre 3 séances. Dans la semaine, je me programmais 3 séances avec 3 personnes différentes pour être sûr de bien tout nettoyer. Je me suis donné les moyens, en fait, de nettoyer ma propre histoire quand ça passait pas dans la formation. Donc, cette formation, elle va vous mettre en face de vos blessures. Elle va vous permettre de trouver le ressenti et peut-être le travailler en séance. OK, mais tant pis. C'était génial de pouvoir avancer comme ça. J'avais enfin la possibilité d'avancer sur moi en même temps que j'apprenais quelque chose. C'était double bonus, quoi. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire, si, ça. On est au premier jour et demi, là. OK, dans 10 minutes, on va s'arrêter, faire une pause, manger. On reviendra sur la thérapie familiale après. Mais dans le premier jour et demi, c'est normal que vous posiez un tas de questions. D'abord parce qu'on n'a pas vu la thérapie familiale, parce qu'on n'a pas vu le transgénérationnel. Et encore une fois, à la fin du week-end dimanche, vous aurez une idée de comment on peut travailler. Vous ne saurez pas comment on peut travailler. Ce n'est pas une formation de 18 mois là, qu'on fait en 3 jours. Ça ne marche pas. Donc vos questions sont normales, vos questionnements sont normaux. Je vais vous donner, comme je fais depuis le début, le maximum d'informations pratico-pratiques jusqu'à dimanche soir. Comptez sur moi. Et voilà, c'est pour ça que j'évacue un peu toutes les questions trop techniques sur la formation, parce que elles vont nous empêcher de voir les sujets. Là, cette partie de temps que je consacre à revenir sur le principe, il est important parce que vous avez plongé dans le ressenti, vous êtes posé plein de questions très très précises sur le ressenti, mais invisible, ça n'existe pas. C'est un petit détail de tout ça. La formation, la TEFT, c'est tout ça, en fait. Donc même si invisible, ça n'existe pas dans la liste, c'est pas grave, c'est un ressenti quand même de Karen. Je le prends. Parce que je ne remets pas en question le ressenti de Karen. Par contre, je vais le faire creuser. OK. Et quand tu te sens invisible, tu te sens comment? OK. Je ne l'ai pas fait avec elle, d'accord? Parce que là, c'est pas le moment, elle ne va peut-être pas le trouver. Donc, j'ai donné le ressenti. Juste pour vous montrer que derrière Invisible, souvent, il y a je suis rien, je ne suis rien. Et là, quand elle l'entend, OK, j'ai pas fait d'explosion du ressenti. Là, elle est mal parce que j'ai le ressenti, elle n'a pas exprimé. Donc, si elle va pas l'exprimer correctement, elle sera juste devant en disant j'en fais quoi? C'est pas de la thérapie, ça. D'accord? C'est de la démonstration de ce qu'on peut faire et où on peut aller très très vite. D'accord? C'est pas de la thérapie. Donc ça, je ne m'amuse pas à le faire n'importe comment. Oula, j'ai 6 questions qui ont paru. Ressenti structurant, c'est quoi si c'est et si c'est les 3 sources? Eh ben, c'est pas grave si c'est les 3 sources, Coralie, on va travailler dans les 3 sources. Mais d'ailleurs, c'est souvent les 3 sources. Je- C'est souvent les 3 sources. Je vous ai dit, c'est pour ça que je mets un pourcentage X%, Y% et Z% parce que ça peut évoluer de 0 à 100% dans les 3 sources. Mais je sais que la somme, c'est la somme des 3 sources. Ne mais pas, je suis un accident, elle n'a pas voulu faire avorter, elle m'a toujours reproché c'est une source qu'on vous dit. Bien sûr que c'est une source familiale, ça, Karine. Karen, pardon, j'ai pas de lunettes. C'est une source. Elle n'a pas pu se faire avorter, elle ne me voulait pas. Bien sûr que c'est une source de rejeté, bien sûr que c'est une source de j'existe pas, bien sûr que c'est une source de je suis rien. Évidemment que c'est une source. Maintenant, il faut la travailler. C'est pas parce que j'ai compris que ça va régler. Comment ça se passe quand on a déjà une formation et une pratique en tranché? Ben, vous allez juste l'enrichir, en fait. Je ne vais pas vous demander d'oublier votre pratique. Je vais vous demander, euh, je vais vous demander d'ouvrir votre monde, votre pratique à ce que je fais, de bien rentrer à fond dedans. Et quand vous aurez bien vu tout ce qu'est la TEFT, quand vous l'aurez bien intégré, vous pourrez l'intégrer à votre pratique ou vous pourrez changer votre pratique pour y intégrer la TEFT. Mais je vais veiller particulièrement à ce que vous ne fassiez pas votre pratique dans les exercices que je vais vous demander, sinon vous n'apprenez pas le principe. Maud me dit, ça sera possible par WhatsApp. Je ne reçois toujours pas les mails, donc je n'ai pas le programme et j'ai la playlist, le groupe. Il n'y a pas de plan de formation. Ok, Maud, on va faire un truc. Tu vas te réinscrire. Tu vas recommencer ton inscription à partir du lien d'inscription. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas les mails, en fait. Aucune. Les gens les reçoivent. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passe chez toi dans ta boîte mail. Je ne sais pas quoi. Il n'y a absolument aucune raison de mon côté à moi. On a tout vérifié avec mon marketeur. Aucune raison que tu ne reçoives pas ces mails. Ils partent, donc tu les as.
Est-ce qu'on pourrait voir un exemple pratique? Non, pas maintenant. Est-ce normal que de vous entendre avec des blessures? Mais bien sûr, Coralie, je vais parler de un petit peu toutes les blessures de tout le monde. Ça, bien sûr que ça arrive des choses. Et les blessures sont... c'est pas écrit dans c'est pas écrit dans la pub, dans la vidéo que j'ai tournée, pour vous intéresser à venir ici, mais euh, c'est parce que ça réveille des blessures que je suis en train de parler de votre histoire. Et si je suis en train de parler de votre histoire, ça veut dire que la TEFT a les outils pour vous aider dans votre histoire. Sinon, je serais incapable d'avoir les bons mots, en fait. Céline, non, le compte CPF ne peut pas prendre sur l'information. Parce que c'est des rivières qui coulent. Ah oui, c'est des rivières aux larmes qui coulent, oui. Ben oui, bienvenue Coralie dans votre histoire, dans votre façon d'être. C'est ce que disait Karen jusqu'au-dessus. Je me sens entendu et considéré. Oui, bien sûr que notre boulot de thérapeute, c'est de vous accueillir dans ce que vous êtes et de poser les bons mots avec vous sur ça pour ensuite vous aider à affronter et démonter tout ça. Et je parlais des bras immenses du thérapeute qui accueille, mais euh, accueillir, c'est aussi expliquer, c'est la partie pédagogique de la thérapie. Je vais vous expliquer comment ça se fait, comment ça marche, comment il se fait que... Parce que si vous ne mettez pas de sens là-dessus, votre conscient continue à tourner en boucle dans sa petite cage de hamster et va vous empêcher de descendre dans le ressenti. Donc, on va voir ça juste après dans le truc, dans les 5 minutes qui restent. Euh, encore une fois, euh, je répondrai à toutes les questions précises sur la formation dimanche soir. Ça, c'est clair. Vous n'êtes pas là dimanche soir, ben, vous verrez le replay d'après dimanche soir, c'est pas grave, le replay va rester en ligne, il n'y a pas de problème. Moi, j'essaye plutôt de vous faire toucher comment vous fonctionnez inconsciemment, de façon à ce qu'on puisse ensemble en faire quelque chose. C'est pas ça que je voulais vous partager, du coup, il faut que j'arrête. Jude, je t'écoute pendant que je fais ma bricole. Euh, Moi, je reviens à la base de la TEFT, ou je crois la base de toute thérapie, c'est exprimer son ressenti. Mais Moi, tant que j'exprime mon ressenti, ça me fait encore plus mal. Du coup, je- euh, alors, le mot exprimer. je te coupe, Jude, tant que tu exprimes ton ressenti dans ta vie de tous les jours, ça fait encore plus mal. Et c'est normal. C'est pas là qu'il faut exprimer son ressenti. C'est dans un cadre thérapeutique où tu vas être accueilli pour l'exprimer. Ah, Sinon, ça marche pas. Évidemment, j'ai dit depuis ce matin qu'il faut le cadre thérapeutique pour que le ressenti exprimé puisse être accueilli, entendu par l'inconscient de celui qui l'exprime, de je me sens ça, donc reconnu par soi-même et reconnu aussi par le thérapeute en face. Exprimer tout seul mon ressenti à mon mari en lui disant tu m'écoutes pas, je me sens nul, bah ça change rien, c'est évident. Ça, bien sûr. ok. Normal, jusque-là. Ok, j'arrive pas à partager ce que je voulais, mais ça y est, non, c'est toujours pas ça que je voulais partager. Donc voilà, je suis incapable là, avant midi, de faire deux choses à la fois. Fatima, je t'écoute. Oh, c'est pas possible. Oui, je voulais juste te dire que depuis la formation, j'ai l'impression, oh, j'ai mon eczéma qui s'est ravivé. Donc Hmm. je me dis, est-ce que c'est lié avec ce qu'on est en train de travailler? Eh ben, tout est possible, tout est C'est réalisable, possible. c'est le jeu de la vie. Ah voilà, c'est ça. Comment D'accord. tu veux que je sache, c'est ça. Mais Oui, oui, oui. il y a de fortes chances parce que si tu étudies l'eczéma dans le niveau 1, tu verras que l'eczéma a un fonctionnement particulier. Bref, oui, c'est possible. Mais c'est possible. Je ne vais pas dire oui, comment tu veux, Oui, je oui, ne suis pas dans ton inconscient. Mais voilà, les réactions physiques que vous avez, ouais. merci. Je vais continuer ça parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous donne avant midi. Le conflit de Procuste. C'est l'uniformisation et le conformisme, la réduction à un seul modèle, une seule façon de penser et d'agir. Et là, le thérapeute se pose en je sais ce qui est bon pour toi. Et c'est là qu'il fait une boulette parce que quand il sait ce qui est bon pour l'autre sans écouter l'autre, il se plante. Il va faire des conneries. Et il va parfois blesser même son consultant. Donc, il impose sa croyance et ça fait un conflit diagnostique. D'accord?
Si je dis de but en blanc à quelqu'un, ta mère était incapable, c'est un conflit diagnostic. Parce que cette personne-là qui est venue me voir, qui m'a payé une séance, qui me fait confiance, elle va mettre le pouvoir dans mes mains, et moi qui ai le pouvoir, je vais dire, ta mère, elle n'est pas bonne. C'est des conneries, ça. Je peux pas induire ça chez les gens. C'est pas comme ça qu'on fait. Je vais leur faire prendre conscience par des questions. Tiens, est-ce que, non, 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 est-ce que, oui, 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 oui. Bon, bah, est-ce que ta mère faisait beaucoup de câlins? Bah non. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens de ça? Bloom, émotion. Et là, on est sur la vérité inconsciente de la personne. J'ai rien induit, j'ai posé des questions en faisant des hypothèses. Donc, moi, en tant que thérapeute, je dois écouter, observer, supposer, vérifier, valider, responsabiliser l'autre parce que c'est l'autre qui va faire le travail. Moi, je vais l'accompagner, je ne vais pas faire le travail à sa place. C'est très important ça. Mais surtout être humble parce que je ne fais rien. Je ne fais rien. Je répète clairement, le thérapeute ne fait rien. Il accompagne l'autre à faire. Pourquoi c'est hyper important? Pourquoi je tiens à ça? Pourquoi les élèves ont beaucoup de mal à lâcher cette partie-là? Parce qu'on ne veut surtout pas toucher son impuissance, donc on veut être puissant, donc on veut faire quelque chose. Ok, quand on a lâché ça, on peut accompagner pour que l'autre fasse. Et si l'autre fait, si mon consultant fait son travail que je lui ai proposé, bien sûr, que c'est ma technique que j'ai mise au point, ça vient de moi, mais c'est lui qui va le faire. Et bien quand il l'aura fait lui, il aura sa propre puissance de l'avoir fait lui. Si c'est moi qui le fais à sa place, il perd cette occasion d'avoir sa puissance. Donc, non, je ne fais rien à la place de mon consultant. C'est lui qui fait. Moi, je lui propose, je lui dis, allez, fais ça comme ça, puis si c'est comme ça, essaye comme ça. Je l'encourage, je le guide, je le pousse, mais je ne fais pas. J'ai la métaphore du guide de haute montagne. En tant que thérapeute TEFT, surtout, on est des guides de très haute montagne, spécialisés dans l'Everest. C'est-à-dire qu'on peut emmener des gens dans des conditions absolument extrêmes à revisiter leur histoire, à réussir quelque chose par eux-mêmes. Ils portent leur sac, ils mettent un pied devant l'autre, ils s'accrochent à la corde. Et quand ils chutent, ils se relèvent eux-mêmes. Moi, je suis là derrière en disant, essaye de faire comme ça, c'est peut-être plus facile. Passe par là, parce que par là, c'est pas possible, mais par là, ça peut être possible. Je guide. Et quand je guide les gens et qu'ils le font en eux-mêmes, ils arrivent en haut de l'Everest et ils sont heureux parce que c'est eux qui sont montés. Ils ne sont pas montés à dos de Sherpa, ça n'a aucune valeur, ça, pour soi-même. D'accord? La thérapie en TEFT, c'est aider l'autre à trouver sa propre valeur par le travail qu'il a fait lui-même. Et donc, c'est assez frustrant quand on y pense au début de la formation, mais l'idée de la fin du travail avec un consultant, c'est que le consultant nous oublie. Il va oublier qu'il nous doit quelque chose, parce que d'abord, il nous a payé, donc c'est bon, on est quitte. Il nous a payé pour faire le travail. Vous m'avez payé pour la formation, on est quitte, vous êtes formé ou vous avez fait votre travail de votre côté, mais vous avez payé pour ça, on est quitte et c'est vous qui avez fait le travail. Et quand vous avez fait le travail, le Christophe Rossan, on l'oublie. On va juste y penser parce que quand on voit quelqu'un un petit peu dans la mouise de son côté, dire ah, bah, tiens, on va voir Christophe Rossin parce que lui, il pourra t'aider. C'est ça juste qu'on va gagner, nous, thérapeutes, c'est la mémoire des gens de OK, il a su m'aider, donc je vais lui donner des gens parce qu'il saura peut-être les aider aussi. OK? Et c'est tout. Mais plus les consultants m'oublient parce qu'ils ont sorti de leurs problèmes, mieux c'est. Mais j'attends rien, en fait. Si j'attends des choses, c'est que je suis dépendant de mes consultants. Ça va pas, là, on va pas y arriver. Ça marchera pas. Euh, Ça, on l'a vu. OK. En tant que thérapeute, on a la règle des 3 A à suivre. Accepter l'histoire de l'autre, accueillir son ressenti et amplifier son ressenti. Parce que si j'accueille, si j'accepte, déjà, je donne un monde ouvert que ce consultant-là a jamais eu, en fait. Si personne n'a jamais accepté, comme disait Karen, ses difficultés, n'a jamais accueilli ce qu'elle ressent, pire, les a minimisées, ben, ça marche pas, on ne peut pas vivre. Et donc le thérapeute, il a l'objectif aussi d'amplifier. Et c'est, vous l'avez commencé à le voir de loin, de cet exemple qu'on n'a pas pu faire correctement, etc.
sur le ressenti, mais en faisant exprimer. J'ai expliqué comment je faisais, hein. Je suis tombé sur le ressenti, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Je le fais exprimer encore, ça monte une tension émotionnelle chez la personne. Elle arrive au summum d'être très, très, très difficile physiquement, mais comme c'est le ressenti sur le moment du programmant, elle va diminuer, se calmer, se poser et l'histoire va disparaître. Le ressenti va disparaître, ça va devenir un truc pas cohérent pour la personne. Et c'est l'amplification qui va faire ça. Mais c'est l'amplification dans l'acceptation et dans l'accueil. C'est pas l'amplification n'importe quand autour d'un bar ou sur Zoom au milieu de trois discussions. Ça marche pas, ça. D'accord? En tout cas, il y a de fortes chances que ça marche pas. Donc, j'ai tendance à dire ça marche pas pour éviter qu'on essaye. Parce que l'erreur est dommageable dans ce sens-là. Il n'y a pas que la règle des 3 A. Il y a aussi la règle des 6 P. Protection. Je suis la maman ours qui va protéger le consultant de toutes les agressions extérieures parce que je suis présent, parce que je suis puissant. Je suis puissant simplement parce que j'ai réparé le maximum de choses. En tout cas, ce dont le consultant a besoin que je me sois séparé. Je vais expliquer, c'est la pédagogie. D'accord? Si j'explique pas, il y a une partie du consultant, les 15% du cortex là, qui continue à tourner en boucle. Et moi, j'accède pas aux 85% du ressenti, de l'inconscient. Je vais être patient parce que chacun est à son rythme et chacun va avancer petit à petit. Et permets, je permets de hurler des choses, je permets de dire des choses absolument inentendables, inacceptables socialement, mais on est en séance, on n'est pas dans la société. Donc, dans mon cabinet, il y a beaucoup de choses énormément dures qui sortent parce que les gens le ressentent et leur besoin, c'est de l'exprimer. Donc, je permets d'exprimer. OK? Si j'ai les 3 A, si j'ai les 6 P, youpi, la séance se passe bien et tout va tout seul. Ça s'acquiert petit à petit. OK. Au début, vous n'aurez pas la patience parce que vous voulez que ça aille vite. Au début, vous ne saurez pas tellement expliquer, donc il vous manquera la pédagogie quelquefois. OK. Bon, mais c'est pas grave, c'est un apprentissage, c'est OK. Et comme vous êtes en train d'apprendre, bah, c'est OK. Il faut aussi se donner à soi-même cette patience, cette permission de ne pas y arriver. Et puis accueillir et accepter que ben, pour l'instant, j'y arrive pas. C'est normal en fait de ne pas y arriver tout de suite. Vous êtes en apprentissage. Là, vous êtes à la moitié maintenant du module 1. Euh, Ça veut dire qu'il y a 32 fois plus à traverser avant d'être au bout. 32 fois plus que ce que vous venez de faire si vous êtes là depuis vendredi matin. 32 fois plus. Donc vous imaginez bien que vous n'êtes pas au bout de l'apprentissage là. Vous êtes juste dans, tiens, je comprends comment marche la TEFT. Qu'est-ce que c'est d'être thérapeute TEFT? Qu'est-ce que ça implique? À quoi je vais arriver en fait? Et à quoi je vais arriver même si je ne veux pas être thérapeute TEFT? Parce que si moi, dans ma propre histoire de moi, au cours de la formation, j'ai appris la protection, la pédagogie, la patience, la permission, en étant présent et puissant, mais bien sûr que ma vie, elle va largement mieux. Bien sûr que mes relations humaines entre moi, mes enfants, mon mari, tout va beaucoup mieux en fait. Donc, la formation va vous apprendre une technique pour être thérapeute, si vous voulez, va vous apprendre surtout à être la meilleure version de vous-même qui va pouvoir proposer dans ses relations au monde extérieur la plus belle posture humaine. Vous avez croisé Ange, vous verrez cet après-midi, pas cet après-midi, demain, Delphine. Vous avez sur ma chaîne YouTube des exemples de comment elle s'appelle, de Maëla. Vous avez aussi Nadine. Vous avez des exemples de quelques gens que j'ai formés, et même d'autres encore plus vieux. Ben, vous verrez comment ces gens sont inspirants et dans quel état interne ils sont.
C'est 13h08, je vais lire vos questions, vos textes. Donc, Karen parle de son histoire. Véronique, donc, exprime son ressenti de la part du patient. C'est mettre la semaine sur un état, un événement. Ouf. Alors, là, tu parles de mental, Véronique. C'est pas une libération mentale, c'est une libération de l'inconscient qui avait stocké le. Et c'est pas l'état, c'est le ressenti. Ok. Donc voilà, il faut retourner un petit peu les mots, Véronique, parce que on parle de ressenti et de d'inconscient. On ne parle pas de mental ou d'état. D'accord? Engager l'étape suivante, non, c'est fini là. Une fois qu'on a exprimé le ressenti, le conflit n'est plus permanent, il n'y a plus d'attaque sur la biologie. La seule chose qu'on puisse faire s'il y a besoin, c'est rajouter des ressources. On peut rajouter un septième P avec pas de jugement. Non, non. S'il n'y a pas de jugement, il y a accueil. C'est le A, Vanessa. C'est quoi les 6 P? Bah, je viens de le montrer, Gaël. OK. Euh, Véronique, dans ses maîtres, son ressenti, on va voir l'interrogation du. Oula, non, c'est pas ouvrir la voie à l'interrogation du pourquoi. Se libérer de son ressenti, c'est euh, supprimer le conflit que je porte. L'interrogation du pourquoi, on l'a en permanence, elle est mentale. Euh, euh, la libération du ressenti va se faire au niveau transgénérationnel aussi. Donc, il y a plus de choses, il faut qu'on discute plus de ça, Véronique, mais voilà, pas maintenant. Karen, tu permets d'exprimer dans ton cabinet, ça peut mener la personne à hurler et par souffrance, et c'est OK, bien sûr que c'est OK. Bien sûr que c'est OK d'hurler par souffrance. Exprimer sa souffrance, c'est normal. C'est normal, c'est ce qu'on devrait pouvoir faire. C'est ce que nos parents auraient dû nous accepter à faire quand on était enfant. Si je le retiens, ben bien sûr que j'exprime pas mon ressenti. Et donc, je bloque et je fais mes conflits comme d'habitude. OK, bien. Euh, Cet après-midi, ça va secouer. Je vous préviens. Je suis sympa, je vous préviens avant. Cet après-midi, ça va secouer parce qu'on va vous faire. Vous allez traverser des choses qui ne sont pas confortables. Donc cet après-midi, vous avez particulièrement besoin d'être dans un endroit calme où vous pouvez exprimer tout ce que vous avez exprimé. Vous avez particulièrement besoin qu'on ne vous dérange pas pendant certaines périodes de méditation guidée qu'on va faire. Vous allez explorer votre histoire. Euh, je vais vous permettre de voir un petit peu comment ça s'est passé dans votre propre histoire. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc reposez-vous, prenez des forces. On se retrouve dans 3 quarts d'heure maintenant. Ça va faire un peu court, j'avoue. Non, on a besoin plus que ça. On va reporter à 14h15 pour qu'on ait vraiment une heure tranquille pour se reposer. Se reposer, se réhydrater, se détendre, etc., etc. Donc reprise à 14h15, je vais passer un mot sur WhatsApp et puis les autres qui sont en avance, ben, ils seront là en avance. Tant pis, parce que je sais que tout le monde ne serait pas sur WhatsApp qui voulait venir cet après-midi. Je vous,